Alors, moi, ce qui me paraît important Est-ce que c'est possible que j'ai une vue sur la salle plutôt que la vue sur mon visage? Je préférerais, parce que c'est pas très agréable de se voir en face. Là, je suis comme reflété par moi-même. C'est possible ou pas de mettre la caméra sur des gens plutôt que sur moi? Non? Ouais, à un moment, là, j'ai vu. Ah, parfait, très bien. Je préfère ça. Je préfère ça parce que ça me donne le sentiment quand même de parler à des interlocuteurs et pas de me parler à moi-même. Alors, euh, moi, ce que je voudrais essayer de dire, c'est qu'il me semble que l'Afrique ou une certaine vision africaine, ou du moins ce que je me figure comme étant une vision africaine des choses, pourrait permettre deux choses. Un, de mieux comprendre ce qu'est le transhumanisme, et deuxièmement, le fond de ce qu'est le transhumanisme, et deuxièmement, euh, de mieux accepter notre rapport le plus récent à la technologie. Parce que c'est comme si aujourd'hui, et c'est lié au rejet qui peut exister du transhumanisme, la suspicion qui existe en Europe, qui existe aux États-Unis, qui existe un peu partout. Parce que ça a été dit, ça a été dit par Marc Roux aussi. Hein, oula, là je suis revenu, on m'a remis en face de moi avec une sorte de démultiplication de mon image. Cette fois, c'est encore plus impressionnant. Bon, ah voilà, c'est mieux. Euh, Ça a été dit aussi par Macron, il y a une sorte de suspicion qui est jetée sur le transhumanisme, que il serait à la solde du capitalisme le plus froid, de Google, etc. Or, l'idée centrale du transhumanisme, ce n'est pas ça. L'idée centrale du transhumanisme, en fait, elle est naturelle. C'est une culture, une manière de penser qui accompagne l'évolution, si je puis dire, logique, naturelle de la technologie dans les sociétés humaines. Donc, je voudrais juste faire d'abord une petite introduction pour dire que euh, il ne faut pas confondre transhumanisme et posthumanisme. Le transhumanisme authentique est dans sa version la plus originelle. D'ailleurs, quand le mot lui-même de transhumanisme a existé, est né, c'était pas l'idée de créer une autre espèce qui ne serait plus humaine. C'est ça l'idée du post-humanisme. Mais c'était le constat, transhumanisme, que l'humain tel qu'il existe, tel qu'il est fixé, aujourd'hui, qu'il semble fixé, l'image de l'humain tel qu'il est fixé, est une image qui est dépassable. Ça ne veut pas dire être moins humain, ça ne veut pas dire ne plus être humain. Dans un sens, ça veut dire être plus humain, puisque dès l'origine, ce qui caractérise l'humain, c'est justement un rapport particulier à la technologie. Donc, si on amplifie ce rapport particulier à la technologie, en étant transhumaniste, en fait, on est encore plus humain. Alors que euh, bloquer le rapport que nous avons à la technologie tel qu'il a existé depuis le néolithique, ce qui semble être l'objet de certains groupes qui sont angoissés par la vision transhumaniste, ben c'est cela qui, en un sens, serait ne plus être humain. Alors, comment est-ce que je peux vous démontrer ça? Je dirais que le rapport, en le faisant, en dressant, on n'a pas beaucoup de temps, en dressant une sorte d'histoire ou de chronologie très rapide dans les rapports entre les humains et la technologie, je dirais que il y a trois grandes phases dans le rapport à la technologie ou à la technique en général. La, la- la première phase, c'est la phase où les humains sont comparables aux animaux. Il n'y a pas de grande différence, il n'y a pas de différence de nature entre eux et les animaux dans leur rapport à la technique, puisque vous avez des techniques animales, vous avez des animaux, par exemple des castors qui fabriquent des barrages. Donc ils cèdent avec certaines formes de techniques. Vous avez des oiseaux qui font des nids. Donc tout ce qui est sont ces objets exosomatiques, c'est-à-dire extérieurs au corps, qui nous aident à mieux vivre, eh bien, les animaux le partagent avec nous. Ils ont des techniques. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, il va y avoir une phase à un moment donné. Ça a été montré par un anthropologue français qui s'appelle Leroy-Gourand, qui est spécialiste du rapport entre les humains et la technique. À un moment donné, il va y avoir un point de bascule, un point de bascule que on peut qualifier de différentiel de vitesse évolutif entre la morphologie et
les objets exosomatiques, c'est-à-dire les objets qui sont fabriqués à l'extérieur du corps, mais pour aider le corps. Ils sont exosomatiques, soma le corps, mais ils aident le corps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, je ne vous expliquerai pas comment le roi Gourand s'y est pris pour mesurer ça, mais ce qu'il a montré, c'est qu'à un moment donné, la vitesse d'évolution des objets, c'est-à-dire des techniques, hein, exosomatiques, donc des techniques que nous fabriquons à l'extérieur de nous-mêmes, va être plus rapide que l'évolution, que la transformation, l'adaptation de notre organisme. Et en fait, si on regarde du point de vue matériel, c'est la seule différence que nous pouvons repérer, différence objective, hein, entre l'humain et l'animal. C'est la seule différence. Objective, parce qu'après, il y a les différences culturelles, la pensée, la construction de mythologie, j'y reviendrai, etc. Mais là, c'est la seule différence objective qui est mesurable. C'est-à-dire, elle est mesurable, je veux dire, physiquement, avec des instruments de mesure. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que lorsqu'il y a un obstacle évolutif, lorsqu'il y a un obstacle évolutif, il y a la tendance à s'adapter morphologiquement. Par exemple, s'il y a d'un seul coup un accroissement une baisse de la température dans une certaine zone, ce qui est arrivé dans les périodes de glaciation, par exemple. Bon. Eh bien, le corps des animaux, des êtres vivants, des existants, va soit réussir à s'adapter par un épaississement de la peau ou un accroissement de la pilosité, soit disparaître parce que ça ne sera pas possible d'arriver à s'adapter compte tenu de l'évolution de l'environnement. Donc le corps s'adapte. Ce qu'on remarque chez l'humain, c'est que l'humain va créer une sorte de filtre, qui est le filtre technologique, à travers lequel il va s'adapter avant même que son corps ait le temps de s'adapter. Autrement dit, si là, on imagine même scénario, hein, la température baisse, eh bien, avant que l'évolution au sens organique, au sens somatique, ait le temps de laisser la peau s'épaissir pour permettre une meilleure survie, une meilleure adaptation, eh bien, l'humain, entre-temps, il va inventer le pullover, il va créer des techniques pour pouvoir se chauffer, etc. Ce qui fait que, et c'est ça qui va caractériser l'humain, c'est ça l'inversion de la vitesse, du différentiel de vitesse entre l'accroissement technique et l'adaptation biologique, l'adaptation organique, hein, l'adaptation morphologique. Ce qui fait que la caractéristique de l'humain dans l'évolution, c'est l'animal dont l'organisme, c'est-à-dire la configuration organique, va être stabilisée, ne va plus quasiment plus bouger, parce que chaque fois qu'il y a un événement, un obstacle évolutif, l'adaptation va se faire à l'extérieur du corps par la technique elle-même, par la sophistication technique. Et elle va se faire plus vite. Alors, ça va poser d'autres problèmes. C'est que comme il va y avoir une accélération de l'évolution de la technique elle-même, eh bien, il va y avoir un nouveau différentiel qui va se créer, c'est-à-dire une nécessité nous-mêmes de nous adapter à notre propre évolution technique. Un exemple, moi, quand j'ai commencé mes études, j'écrivais le début de ma thèse de doctorat, je l'ai écrite à la main, et ensuite je le faisais taper par quelqu'un qui tapait à la main. C'était le début des ordinateurs des ordinateurs personnels. Et ben, progressivement, au bout d'un an ou 2 ans de ma thèse, j'ai acheté un ordinateur personnel et j'ai dû m'adapter en apprenant à taper. Bon. Ben, c'est ça aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, ce qui s'est produit, ce qui s'est accentué, c'est que la technique s'adapte à notre place. Résultat, notre organisme a tendance à ne plus bouger, il délègue la fonction d'adaptation à la technique à l'extérieur, mais en même temps, nous devons nous adapter à la vitesse d'évolution de nos propres techniques. C'était surtout valable au XXe siècle. Au XXIe siècle, ça va plus loin, puisqu'au XXIe siècle, les machines vont tendance elles-mêmes par retour à s'adapter à, aux humains eux-mêmes.
C'est ce que j'appelle l'androïsation. C'est-à-dire qu'on dit c'est un androïde, pourquoi? Parce qu'il s'adapte même à la psychologie humaine pour que les humains aient moins de difficultés à s'adapter à lui. L'entreprise qui a le mieux compris ce processus, mieux compris ce processus-là, c'est Apple. C'est-à-dire ils font des choses de plus en plus compliquées, mais avec une apparence et une visibilité de plus en plus simple. C'est-à-dire un usage de plus en plus simple. Bon. Donc ça, c'est la deuxième grande phase qui fait l'humain. C'est la caractéristique de l'humain, ce différentiel de vitesse évolutive entre évolution somatique, évolution extérieure, exosomatique. La troisième phase, et c'est celle que valide et qu'essaye de comprendre le transhumanisme. Et là, le transhumanisme comme philosophie, comme tentative de comprendre théoriquement ce qui est en train de se passer. Dans cette troisième phase, qui caractérise vraiment la perspective transhumaniste, et c'est ça qui me semble le plus intéressant, c'est que vous comprenez que dans la première phase, l'organisme, donc l'organisme évolue avec une certaine lenteur, c'est pareil, l'ensemble du monde animal, et les animaux évoluent de la même manière avec la sélection naturelle habituelle. Dans la deuxième phase, l'organisme humain n'évolue plus lentement que la technique, c'est le seul animal pour lequel c'est le cas, et donc ça stabilise l'évolution organique humaine, le corps ne bouge plus, mais dans la troisième phase, l'organisme humain se remet à évoluer, mais cette fois, il ne se remet pas à évoluer, à se transformer comme dans la première phase, c'est-à-dire dans le rapport direct avec la nature, il se remet à évoluer par l'hybridation aux machines. C'est-à-dire que la transformation devient une transformation somatique via des objets considérés comme exosomatiques à la base. Sauf qu'ils sont plus exosomatiques au sens propre du terme, puisque si je prends l'exemple, par exemple, d'une main qui pourrait être hybridée à une main mécanique hybridée à notre organisme, par exemple à notre membre originel, eh bien, cette main, aujourd'hui, par le processus de l'électromyographie et maintenant d'autres choses, peut être branché au système nerveux. Ça, c'est extrêmement important parce que la définition classique en médecine du périmètre corporel, de ce qui constitue mon périmètre corporel, c'est le périmètre nerveux. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si, je sais que cette bouteille ne fait pas partie de mon corps parce que je ne suis pas branché nerveusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'input ou une sensation, avec des capteurs qui sont dans la bouteille, et en même temps, je ne peux pas, moi, envoyer un output qui fait que ça fait bouger. Et donc, à partir du moment où il y a l'input, la sensation et l'output, l'ordre donné, ce qui est possible avec ce procédé de l'électromyographie, ben, à ce moment-là, on peut dire que cette main, qui est pourtant mécanique, qui peut être une main en plastique, en acier ou je ne sais quoi, en fibre de carbone, eh bien, elle fait partie du corps, c'est-à-dire elle fait partie du périmètre nerveux. Donc, il y a une modification organique, mais qui n'est plus comme dans le premier cas, une modification organique qui serait le produit d'une évolution directe. Ouais. Et on n'est plus dans le deuxième cas non plus, où on a arrêté l'évolution organique en mettant ce filtre technologique. Donc c'est quelque chose d'original et de nouveau. Et là, effectivement, on peut dire, je ne sais pas si on est une autre espèce, mais en tout cas, on est une évolution de cette espèce qui est apparue dans la deuxième phase, puisque c'est véritablement une troisième phase, qu'on le veuille ou non. Ça a commencé, de toute façon, déjà, c'est des quasi-hybridations avec le fait de mettre des lunettes. Alors, lorsque ce sont des lunettes qui vont être, alors lorsqu'on va avoir des implants cérébraux, etc., ce qu'on va voir, de toute façon, puisque ça va améliorer même notre mode de vie, notre manière d'être et notre même acclimatation à l'environnement, ben, on peut se demander qu'est-ce qui se passe en termes d'évolution. Ben, ce qui se passe, c'est que oui, la vitesse d'évolution, c'est ça qui va changer essentiellement. La vitesse d'évolution va être la vitesse d'évolution que l'on connaissait dans la deuxième phase comme étant celle de la technologie, c'est-à-dire beaucoup plus rapide beaucoup plus rapide que dans la première phase. Alors qu'est-ce que ça engage? Ben, ça engage effectivement une certaine prudence, puisqu'on y va plus vite. Quand on va plus vite, il faut être plus prudent, hein, c'est comme sur la route. Hein. Mais
Ça engage aussi de savoir très exactement où on va aller, donc d'être le plus conscient possible. Qu'est-ce que font les transhumanistes? Les transhumanistes, ils essayent de rendre les humains le plus conscients possible de la direction dans laquelle on va. Donc c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. Tandis que lorsqu'on a une certaine seulement bioéthique techno-pessimiste, elle cherche à, non pas freiner, mais elle cherche à arrêter ce qui ne peut pas être arrêté. Et donc, elle cherche à s'aveugler elle-même sur ce qui, de toute façon, est en train de se passer. Par angoisse, par toute une série d'angoisses. Je ne vais pas détailler la question de ces angoisses dans leur multiplicité, mais je dirais que cette angoisse, euh, elle vient justement dans la peur de disparaître en tant qu'humain, pour la résumer d'une manière générale. C'est-à-dire dans la peur de, du post-humain. Mais pourquoi? Parce que ces gens, en fait, n'ont pas compris ce qu'était réellement l'objet du transhumanisme. Mais pour comprendre cette angoisse fondamentale, qui est une angoisse qui est quand même très occidentale, très européenne, très américaine aujourd'hui aussi, euh, et il faut revenir à une question centrale, c'est la question de ce qu'est la modernité, de ce qu'est le grand projet de la modernité. Le grand projet de la modernité, euh, c'est effectivement l'idée euh, de... C'est relatif au progrès, c'est relatif à toute une série de choses, mais c'est quelque chose de plus fondamental. C'est ce que j'appelle, moi, le pari de la transcendance brute. Je vais juste essayer de vous expliquer ce que ça signifie, cette promesse de transcendance brute. Parce que la définition qu'on a habituellement de la modernité, c'est une définition qui tend à dire qu'en fait, la modernité va éliminer la transcendance. C'est faux. La transcendance, c'est un sentiment qui vient aussi justement originellement de l'évolution et qui est une spécificité des humains, la transcendance. Ce n'est pas la transcendance le fait de croire en particulier, hein, au paradis, à une certaine conception du bien et du mal. Ce n'est pas l'idée de croire à un certain type de divinité, à Dieu monothéiste ou à Dieu polythéiste, etc. Non, la transcendance, c'est une caractéristique humaine que je pourrais qualifier de façon paléo-anthropologique, qui relève d'une caractéristique elle-même originelle de l'humanité, que les paléoanthropologues appellent la néothénie. La néothénie, ça veut dire étymologiquement, ça veut dire naissance précoce. C'est-à-dire, en gros, l'humain, c'est l'espèce vivante qui est née trop précocement pour être autonome. C'est-à-dire qu'elle est trop fragile pour être autonome. Quand vous avez un poulain qui naît d'un cheval, il peut immédiatement presque gambader. Il a un niveau relatif d'autonomie. En raison d'une malformation, et toutes les évolutions arrivent tout le temps, c'est comme ça que fonctionne la sélection naturelle, par une malformation qui peut être génétique et qui est peu hasardeuse, et qui ensuite devient un avantage évolutif. Et là, en l'occurrence, c'est une malformation du bassin des femelles humaines et des humains en général, qui rend comment dire, le fait d'être, ils deviennent des mauvais grimpeurs, mais comme en même temps, il y a la conjonction, il y a la conjonction d'une désertification en Afrique, euh, en Afrique de l'Est, eh bien, ils deviennent mauvais grimpeurs, mais ils deviennent meilleurs coureurs. Et comme on a plus besoin de gens qui courent, donc ils finissent par survivre. Mais en même temps, cette malformation du bassin qui fait qu'il y a le bassin qui est légèrement plus étroit, elle fait que les femelles humaines, elles mettent bas plus tôt quand l'enfant n'est pas encore suffisamment complet. Il n'est pas complété. Et donc, il continue à se compléter à l'extérieur de l'organisme humain et se continuant à se compléter à l'extérieur, il ne peut pas survivre déjà s'il n'y a pas une plus grande complexification des rapports sociaux, s'il n'y a pas une plus grande solidarité, et donc s'il n'y a pas un système qui va aboutir au système des tribus, et puis petit à petit à des systèmes politiques et sociaux plus larges de solidarité qui ne relèvent pas seulement de la solidarité d'une génération linéaire, d'une génération sur l'autre. C'est-à-dire, en gros, vous allez avoir l'oncle, pas seulement le père, les parents qui vont protéger l'enfant, mais l'oncle par alliance, l'oncle, le cousin, etc., etc. Et ça va progressivement s'élargir. Et en même temps que cela, il va naître un sentiment, c'est le sentiment de fragilité, le sentiment d'être incomplet, qui va se caractériser par le désir de se compléter,
et donc de se compléter par la technique, de se prémunir contre cette fragilité. En même temps que la solidarité, le système complexe de solidarité sociale qui va être une des caractéristiques de l'humain, va naître un système d'autoprotection justement par la technologie, une technologie de plus en plus sophistiquée et qui va aussi faire naître ce désir d'être plus grand que soi, de se transcender, d'aller au-delà de ce que l'on est. Et ça, c'est ce que j'appelle la transcendance brute, c'est-à-dire le désir de se transcender. Trans, ça veut dire aller au-delà, d'aller au-delà de soi. Mais pourquoi est-ce que je dis brute? Parce que je dis que c'est comme une énergie qui serait une énergie brute qui est à l'origine de l'humain. C'est comme ça que fonctionne l'humain, avec cette espèce d'énergie brute euh, qui va être ensuite, comme on parle de raffinage de l'énergie, raffinée dans ces usines de raffinage que sont les religions qui vont créer des représentations particulières pour que ce soit assimilable. Quand on raffine une énergie, par exemple quand on raffine le pétrole brut, ben, une fois qu'on l'a raffiné, c'est ce qui permet de le mettre dans sa voiture, de l'utiliser. Et bien là, lorsqu'on va raffiner cette énergie brute qui est le désir de base humain, ce que j'appelle aussi le désir d'être, qui est au-delà du désir de survivre et du simple désir de vivre, du simple désir de confort, qui est le désir d'être, donc d'être plus grand que soi, de découvrir ce qu'il y a au-delà de soi. Ce désir, lorsqu'il existe et qui fait l'humain et qui existe à l'état brut, c'est ce qui justifie la technologie, c'est ce qui justifie la religion, c'est ce qui justifie le fait de chercher sans cesse à se dépasser et à dépasser donc sa condition, y compris même sa condition organique. Ce qui fait que le discours transhumaniste actuel, il est en phase avec le désir originel qui nous fait humains, qui est le désir de transcendance, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que nous sommes, compte tenu des moyens que nous avons, compte tenu des moyens que nous avons quand nous les avons et comme nous les avons. Donc, tout ça pour dire que le, 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 la transcendance, ce n'est pas cette image que nous avons figée dans des représentations religieuses particulières, c'est l'idée qu'il y a plus dans le monde que ce qui semble nous apparaître, qu'il y a plus en nous que ce qu'il semble que nous sommes à l'origine. C'est ça le rapport à la transcendance. Après, elle se fige, elle se dogmatise, elle s'exprime dans des représentations particulières. Mais la base de la base, c'est pour ça que j'appelle ça aussi, dans mon dernier livre, je parlais de chaos parce que ça veut dire vide, c'est qu'il y a le sentiment qu'il y a un vide en nous, un vide dans le monde, quelque chose que nous ne connaissons pas encore, mais dont nous pouvons nous approcher en nous dépassant. Sauf que cette conscience du vide, c'est-à-dire cette espèce de conscience que nous ne sommes pas complètement encore ce que nous pourrions être et que le monde n'est pas limité aux apparences, il engendre une angoisse fondamentale. C'est ce que les existentialistes appellent l'angoisse existentielle, que moi j'appelle l'angoisse du vide. Mais cette angoisse du vide, c'est ce qui nous rend libre et c'est ce qui nous dit que on peut quand même ensuite on peut se dépasser parce que tout n'est pas donné, tout n'est pas dans notre perception autour de nous. Voilà. Donc, euh, les humains, au cours des traditions, dans l'histoire du monde, ils ont sans cesse engendré des représentations, des manières de gérer cette angoisse du vide, cette angoisse existentielle, qui est positive en fait, qui nous fait désirer être plus grand, à travers des représentations qui vont justifier les Grecs l'idée d'héroïsme, être plus fort que ce que nous sommes à la base, etc. Et donc, toute Alors, l'histoire de l'humanité. Oui, Monsieur Raphaël, oui, qu'est-ce qu'il y a? Yogi, alors Oui, nous vous accordons juste 2 minutes pour 2 minutes, je finir. vous remercie de cette générosité. Oui, Donc, merci. donc, donc, euh, le fait, alors par contre, remettez-moi par pitié voilà, merci. Euh, donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté une sorte, enfin plutôt le pari de la modernité, la promesse de la modernité, c'était d'aller parier directement sur la transcendance brute, c'est-à-dire sur la liberté, être plus grand que soi de façon libre, sans les représentations religieuses particulières, mais en les acceptant toutes. C'est pour ça que modernité, ça veut dire multiplicité des modes d'existence. D'accord? Sauf que nous n'étions pas préparés avec notre idéologie monothéiste. Nous n'étions pas préparés à notre propre promesse. Nous n'étions pas assez grands, nous autres Européens et même ensuite Américains, pour cette promesse en fait
d'ouverture, pour cette promesse véritablement de progrès. Ce qui fait qu'on a régressé en devenant positiviste, déterministe, matérialiste, nihiliste, et qu'on a eu une vision qui était une vision fermée. Alors que la vraie vision moderne, c'est une vision du progrès ouverte qui, qui nous incite à dépasser l'humain dans son côté purement organique. Ce n'est pas du post-humain en fait, c'est de l'hyper-humain en employant le mot hyper qui veut dire plus que. C'est plus qu'humain. Et hyper, ça veut dire aussi hybridation, qui a fait hubris, hybridation. Donc hyper-humain, je veux dire, c'est l'humain qui doit progressivement s'hybrider, non seulement s'hybrider aux autres humains, comme ça a été le cas tout au long de l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, mais on a vu à quel point ça a été difficile et c'est encore difficile. Le rejet de l'hybridation, c'est ce qu'on appelle le racisme. Mais le truc, c'est que comme nous ne sommes pas préparés à ça, à cette hybridation, à ce dépassement de nous, eh bien, en fait, euh, au même titre qu'au XIXe siècle, au XXe siècle, on fonctionnait encore par cette division entre l'humain et l'animal, comme chez Descartes, en disant qu'il y a une opposition. Et on a mis longtemps avant de dépasser cette opposition, en disant non, on est un animal plus sophistiqué, qui a des caractéristiques. Eh ben aujourd'hui, on fait la même chose avec l'humain d'un côté, la machine de l'autre. Et on refuse l'hybridation avec la machine. Il y a une forme même de racisme, de rejet de la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, en rejetant la transcendance tous azimuts, au XXe siècle, au XXIe siècle, on a rejeté l'idée que le monde était vivant, qu'il y avait plus que ce que nous sommes. Donc on est devenu fondamentalement, nous autres, en tout cas les Occidentaux européens, autres, dépressifs, incapables d'avoir une vision positive de l'avenir, incapables même d'avoir une vision positive vis-à-vis de la machine. Alors que, donc on est devenu fétichiste. Le fétichisme, c'est quoi? Et je finis par là, je précise, je finis par là, même si j'ai outrepassé les 2 minutes. On est devenu fétichiste, c'est-à-dire que en refusant sans cesse la dimension transcendante sous prétexte que ce serait du religieux, mais qui en fait est naturelle chez l'humain, on a fini par fétichiser la machine. Donc on a fétichisé même l'intelligence artificielle, ne pas la voir pour ce qu'elle est, mais la voir comme étant quelque chose qui nous fait peur, qui pourrait nous agresser, qui aurait presque des réactions humaines et qui pourrait nous, c'est le paradigme Terminator, nous remplacer, alors que ce n'est pas du tout comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, de croire cela possible. Euh, et donc on a fétichisé ce monde de la technique, paradoxalement avec une forme de superstition parce que justement, on refuse la transcendance, mais paradoxalement, on devient superstitieux. Tandis que l'expérience africaine, c'est pas une expérience fétichiste vis-à-vis de la transcendance, c'est aussi l'expérience originelle de l'animisme. Et l'animisme, c'est l'idée justement que tout est vivant, c'est-à-dire que chaque parcelle de réalité est plus grande que ce qu'elle a l'air. Donc c'est préserver la dimension du mystère qui nous permet de grandir et qui nous permet de concevoir le véritable progrès. Le véritable progrès, c'est accepter l'ouvert, accepter que quelque chose de mieux se présente, mais sans être fermé. C'est la différence qu'il y a entre le progrès et le programme. Ceux qui ont peur du transhumanisme, c'est qu'ils pensent que ça programme. Mais en fait, ça ne programme pas. On pense que ça programme quand on a perdu la foi dans la transcendance. Mais quand on sait que l'univers est non fini et lui-même infini, on continue à avoir la foi en quelque chose de plus grand via la technologie. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est en cela où je crois que l'expérience spirituelle africaine permettrait de mieux aborder le transhumanisme et de mieux aborder notre rapport à la technologie et de ne pas la fétichiser et de ne pas fermer notre rapport à l'avenir. Voilà, merci.